Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Pierre Conesa. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Et il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Pierre Conesa, spécialiste d'éradication et du salafisme, auteur de guide de petits djihadistes à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants, mais aussi à l'usage des gouvernants. Édition Fayard 2014, Docteur Saoud, édition Lafon, Robert Laffont en 2016, Docteur Saoud, Saoudite. Voilà, c'est ça, Docteur Saoud et Mister Djihad sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Ouais. Parfait. Donc, notre thématique de ce jour, la pandémie coronavirus, une opportunité de taille pour les fondamentalistes religieux. Comme tout le monde le sait, Monsieur Conesa, que la médecine piétine jusqu'à ce jour et ça s'annonce pas la solution pour demain. D'où cette décision de confinement qui va être enlevée d'une manière progressive. Donc, nous avons un réel souci pour trouver une solution médicale contre ce virus. Par contre, ce virus aussi, c'est un terrain fertile pour les radicaux. Comment vous voyez la chose ? Oui, effectivement, cette maladie qui présente beaucoup de caractères nouveaux, qui est très difficile à maîtriser, pour lequel tous les experts, si vous voulez, tentent de comprendre, de proposer des solutions différentes. Les gouvernants eux-mêmes hésitent entre des politiques de confinement total ou d'absence de confinement, etc., offre une espèce d'opportunité extraordinaire à tous les radicalismes religieux. Parce que devant le désarroi, si vous voulez, que crée cette maladie, ils vont tous sortir à peu près le même discours d'ailleurs, et quand j'entends radicalisme au pluriel, hein, c'est-à-dire les évangéliques américains, les juifs radicaux, les hindouistes radicaux et les bouddhistes, et bien évidemment les salafistes. Et tous partent du même postulat, c'est-à-dire cette maladie est une punition divine. Alors ça peut être soit une punition parce que vous avez été mauvais croyant, soit c'est une punition envoyée par le diable, c'est-à-dire les autres. Et évidemment, la solution est dans la pratique religieuse, etc., etc. Donc, si vous voulez, le discours est à peu près partout le même, mais ce qui est intéressant, ce sont les différentes nuances, si vous voulez, que les différents radicalismes mettent dans leur posture commerciale, si vous voulez, ou propagandiste, par rapport à cette maladie. Il y a un grand nombre de, comme vous l'avez bien cité, de radicaux, évangéliques, juifs orthodoxes, bien sûr, et salafistes et chiites aussi. Et récemment, donc, on est en train de vivre un petit peu ce qui se passe en Inde. Donc, les hindouistes aussi, il y a des bouddhistes radicaux. Vous avez dit, ils ont un facteur commun, c'est la religion. Chacun a sa religion. Sauf que dans ce facteur commun, il y a une minorité aussi. Et souvent, ce sont des minorités qui payent le prix fort parfois ou bien se montrer de doigt. Comment vous expliquez cette notion, un radical envers un autre radical qui se trouve en minorité? C'est-à-dire que ce qui caractérise les radicalismes religieux, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire que, comme il y a une hiérarchie organisée, si vous voulez, par exemple, comme la papauté chez les catholiques romains ou le métropolite de Moscou pour les orthodoxes, il n'y a pas de voix officielle, si vous voulez. Donc, ces radicalismes religieux se caractérisent par la concurrence propagandiste, si vous voulez, qui va opposer les prédicateurs entre eux et évidemment par rapport aux prédicateurs de notre pratique religieuse. Et c'est ça qui fait cette espèce de concurrence, si vous voulez, dans la prédication, qui va pousser vers la radicalisation, c'est-à-dire vers une légitimation de la violence. Je vous prends un exemple qui est assez peu connu, mais quand George Bush décide l'invasion de l'Irak, si vous voulez, il a le soutien de téléprédicateurs néo-évangéliques qui sont aujourd'hui dans le conseil évangélique que Trump a constitué autour de lui. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont légitimé la guerre d'Irak et qui pourraient demain légitimer pareil la guerre d'Iran. Bon. Le discours que vous ne trouverez pas dans la papauté, si vous voulez. Donc vous n'avez pas, il y a une espèce de course, de compétition ouverte
entre ces prédicateurs, par exemple chez les évangéliques, mais on a la même chose chez les salafistes, qui va dire, moi je suis plus croyant que toi, et moi je suis plus près de Dieu, et puis moi j'ai reçu un mandat plus direct de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc, face à cette maladie, encore une fois, dans laquelle le désarroi occupe tout l'espace, vous avez ce discours qui est assez commun, hein. Vous avez le même chez les juifs radicaux, vous avez le même chez les bouddhistes et chez les hindouistes, parce que un des principes, c'est de dire c'est l'autre qui est responsable. Par exemple, chez les hindouistes, ils ont considéré que c'était une manifestation des tabliris à New Delhi qui était à l'origine de la propagation du coronavirus. Comme en France, vous avez eu là, cette manifestation de Mulhouse où vous aviez les évangéliques qui sont restés 3 jours ensemble, 2000 personnes ensemble, et qui ont ensuite propagé, si vous voulez, le coronavirus un peu partout en France. Donc l'idée de l'accusation que ce sont les autres qui sont responsables, si vous voulez, est une thématique qu'on retrouve assez souvent. Et chez les bouddhistes, c'est exactement pareil, si vous voulez, au Myanmar. Un ami qui vit là-bas m'a expliqué qu'effectivement la désignation des musulmans, surtout Rohingyas, comme responsables du coronavirus, puisqu'ils passaient la frontière, si vous voulez, ils passent la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, donc il y a toujours la recherche de la responsabilité de l'autre. L'autre était évidemment celui d'une pratique religieuse différente. Ça, c'est ce qu'on appelle un conflit entre radicaux, mais ce qu'on peut constater, Monsieur Koneza, c'est que ça touche la politique. Donc, il y a une étape qui est radicaux ont franchi, ils se politisent. Comment vous voyez-vous cette avancée donc, dans la radicalisation? Ce qui caractérise ces radicalismes, comme les fondamentalismes d'ailleurs, c'est que c'est le primat du religieux surtout. Bon, donc la politique n'est qu'un aspect, si vous voulez, de la lecture religieuse de la société, du monde, de l'avenir, etc. Bon. Simplement, ce qui différencie les radicaux des fondamentalistes, c'est que vous avez les radicaux vont légitimer une fondance, si vous voulez, pour l'emporter. Vous prenez le cas donc de ces protestants américains, les mormons sont des fondamentalistes, mais non violents. Bon. Tandis que les néo-évangéliques, les baptistes, etc., peuvent légitimer la violence, avec l'exemple que je vous disais à propos de l'invasion de l'Irak, parce qu'évidemment, tout ça, par exemple, dans les discours que vous aviez chez certains téléévangéliques américains, c'était pour christianiser le Moyen-Orient. Donc il y avait cette idée que la politique n'est qu'un moyen, si vous voulez, d'accéder à la réalisation de la société divine. Et chez les juifs radicaux, vous avez le même postulat, c'est-à-dire que ce glissement du centre de gravité de la vie politique israélienne vers les plus religieux, si vous voulez, consiste à progressivement, comment dire, imposer, faire prévaloir les règles religieuses sur les règles laïques, si vous voulez, sur lesquelles a été créé l'État d'Israël. Et donc, vous avez la même chose, si vous voulez, en Inde, où aujourd'hui, c'est un parti radical hindouiste qui est au pouvoir. Donc vous avez évidemment à chaque fois des postures politiques qui sont différentes. Vous avez ceux qui vont influencer comme les évangéliques, vous avez ceux qui vont prendre le pouvoir comme le BJP si vous voulez en Inde, vous avez des bouddhistes au Myanmar qui ont été des opposants aux militaires, mais qui une fois, quand la démocratie s'est installée, en ont profité pour lancer la campagne anti-musulmane. Donc vous avez un peu toutes les postures, mais chacun considère que c'est le postulat religieux qui l'emporte sur le politique. Et chacun a une espèce de fascination pour le modèle iranien. Parce que dans le modèle iranien, vous avez effectivement le guide suprême qui est au-dessus du président de la République. Et donc chacun rêve, si vous voulez, d'une espèce de système, mais ils n'osent pas le dire évidemment, mais chacun rêve d'un système comme ça où le religieux aurait le primat politique sur le politique. Je vais parler des salafistes aussi. Les salafistes, on les voit un petit peu timides dans cette période de confinement par rapport à d'autres radicaux. C'est-à-dire qu'ils ont tous, si vous voulez, le même problème, puisque dans le principe même de la lutte médicale contre la maladie, il y a l'idée d'interdire les réunions publiques, les réunions collectives. Bon. Or, dans toutes ces pratiques-là, si vous voulez, vous avez automatiquement la pratique collective qui fait qu'à un moment, on se retrouve autour du chef, autour de l'imam, autour du gourou, si vous voulez, qui effectivement va faire la prédication. Donc toutes ces règles, si vous voulez, qui ont été dictées par le pouvoir politique pour dire il ne faut pas se réunir, se sont toutes heurtées, par exemple en Israël, dans les quartiers radicaux, à la volonté des radicaux de s'opposer, si vous voulez, de ne pas appliquer ces règles de confinement. Bon. Et donc vous avez la même chose effectivement avec les salafistes en France, et de la même façon vous avez la même chose, si vous voulez, dans d'autres pratiques religieuses. Mais ce qui est effectivement très, très significatif, si vous voulez, c'est que là, vous avez une règle politique, sanitaire, qui va se heurter à une conception religieuse en disant non, mais la religion doit l'emporter. Alors, le problème des salafistes, c'est que le salafisme ayant été propagé, aidé, encouragé par l'Arabie Saoudite, se heurte évidemment au fait que la dualité du politique en Arabie Saoudite, c'est quand même que c'est la famille saoud qui tient le pouvoir. Même s'il y a une très grande puissance des religieux, il est évident que la famille saoud n'a pas l'intention
de laisser les religieux l'emporter. Donc les salafistes qui eux considèrent que le régime saoudien n'est pas un régime islamique tel qu'ils le souhaiteraient, si vous voulez, se trouvent sans chef. Et donc ils peuvent se permettre de contester la famille saoud et considérer que le régime saoudien n'est pas un régime véritablement musulman. Bon. Ce qui évidemment fout en rôle le régime des Saouds, puisque évidemment c'est leur produit commercial premier, quoi. Et donc vous avez les salafistes sont dans cette ambiguïté où ils peuvent avoir de l'argent parce que la société saoudienne va les aider, ça peut être des fondations, ça peut être des grandes familles, etc. Mais il manque, si vous voulez, le leadership, parce que le leadership, les Saouds ne veulent pas laisser un leadership religieux s'installer au-dessus en Arabie Saoudite, qui aurait une espèce de légitimité embrassant, si vous voulez, tous les salafistes de la planète. Ça, c'est une des caractéristiques du système salafiste. Chez les hindouistes et chez les bouddhistes, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de véritable leadership, si vous voulez. Donc, selon les pays, vous avez des situations très différentes. Par exemple, au Sri Lanka, où les bouddhistes, rappelez-vous, depuis un certain temps, faisaient la guerre aux Tamouls. Bon, maintenant qu'ils en ont terminé avec les Tamouls, ils commencent avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que, vous savez, les radicalismes, tels que je les ai étudiés, ils ont une caractéristique, c'est une foi, une terre, une règle. Bon, une fois que vous avez combiné ces trois choses, vous avez l'autre, il n'a pas de raison d'exister sur cette terre, puisqu'il n'applique pas cette loi et qu'il n'a pas cette foi. Donc vous avez un principe d'éviction, si vous voulez, d'épuration ethnique qui prévaut chez tous ces radicaux. Et donc, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique collective, si vous voulez, qu'on constate aujourd'hui dans la planète. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, je devais publier début avril un livre qui s'appelait sur les radicalismes religieux, avec en sous-titre Désislamiser le débat. Parce que, si vous voulez, nous, évidemment, ici, on a été complètement focalisé sur l'affaire de la poussée salafiste en France et dans les pays occidentaux. Or, pour ne prendre que le cas de la France, il y a plus de conversions vers l'évangélisme en France qu'il n'y en a vers l'islam. Mais l'évangélisme, si vous voulez, ne fait pas de vague, il ne fait pas d'attentat. Donc on se dit, oui, mais ça, c'est pas grave, c'est de la liberté religieuse. Or, on s'aperçoit que, au contraire, les évangéliques, les prédicateurs américains sont extrêmement bellicistes. Deuxième remarque et deuxième nuance qui est très importante, c'est que le marché, du radicalisme religieux ou du fondamentalisme religieux aux États-Unis est un marché très concurrentiel. C'est-à-dire que tous ces prédicateurs, si vous voulez, ils ont tous leur église, ils ont tous leur chaîne de télévision, ils ont tous leurs adeptes, ils ont toutes les grandes manifestations, etc. Et donc, face au coronavirus, ils ont tout de suite proposé des remèdes. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés en concurrence en disant, moi j'ai le remède pour ci, pour ça. Je cite dans l'article le cas d'un téléprédicateur, un couple qui est richissime, qui a une maison à quelques millions de dollars, plus un jet privé, plus un aéroport dans sa maison, etc. Et qui dit, en fait, quand je fais mon prêche à la télévision, vous mettez la main sur l'écran de la télévision et vous serez guéri. Bon. Donc vous voyez, on raconterait ça sur les salafistes, on se dirait vraiment, ces gens-là sont complètement obscurs. Or c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc on a une espèce de concurrence qui s'est engagée très vivement entre tous ces téléprédicateurs, parce que, évidemment, américains, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'argent à la clé. Et donc, c'est une logique commerciale. Ce qui n'est pas le cas obligatoirement des salafistes, si vous voulez, qui sont plutôt des prédicateurs de petite pointure, si vous voulez. Bon. Mais les téléprédicateurs saoudiens, ils ont quand même des capacités d'audience très importantes. Hein. Donc, les marchés sont un peu différenciés, quoi. Justement, comme vous l'avez bien dit, le marché de la prédiction donc, prend de l'ampleur. Et ça, malheureusement, on le constate même au Maghreb. Hein, donc, on le voit, il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent des guérisseurs, qui proposent des choses. Et en fin de compte, on voit que des morts et des morts. Il y a quelque chose qui m'intrigue en toute sincérité. Est-ce que peut-on dire que cet confinement a mis à mal la laïcité, et notamment ici en France, face à cette remontée de radicalisation? Écoutez, il est très difficile de répondre à votre question parce que, vous citez l'exemple du Maghreb. Il est évident que la nuisance de l'Arabie Saoudite sur le Maghreb a été évidente. Hein, c'est-à-dire que, rappelez-vous que l'Algérie a refusé de s'allier avec l'Arabie Saoudite dans la coalition au Yémen en disant nous, on n'a pas de raison d'aller combattre aux côtés d'un pays qui nous a causé 10 ans de guerre civile. Bon. Donc les Algériens avaient une idée très claire de l'influence du salafisme saoudien sur la société algérienne avant les années noires. Hein, bon. À la sortie de la guerre, si vous voulez, il y ait une reprise de l'influence salafiste dans des pays comme l'Algérie, puisque la crise économique, baisse des prix du pétrole, etc., etc. Tout ça, vous avez effectivement beaucoup de raisons pour que cette influence
abondés par l'argent saoudien ne se réduisent pas. Et puis dans une société où il y a beaucoup de déshérence sociale, on comprend que dès qu'on peut trouver un peu d'argent et puis qu'on vous promet si ta femme se voile, tu auras de l'argent, si tu fais ci, tu auras de l'argent, etc. C'est évident que ça fait progresser le fondamentalisme et la radicalisation. Donc, ce que vous dites sur l'Algérie saoudite, l'Algérie, effectivement, je pense l'avoir constaté aussi. Mais les pays ont des postures différentes. Vous avez vu en Tunisie, donc ils ont tenu ferme sur la laïcité. Au Maroc, il y a la légitimité du roi qui, évidemment, puisqu'il a cette appartenance à la tribu du prophète, cette appartenance dynastique, évidemment, ça en fait un chef religieux, si vous voulez, qu'il est difficile de contester, mais il y a aussi au Maroc cette poussée salafiste, et les Marocains ont dit pareil sur l'Arabie saoudite. Ce qui se passe chez nous, c'est très difficile aujourd'hui de le dire, parce que est-ce que le confinement, avec ses contraintes, freine la prédication ou au contraire la facilite ? Et ça, je ne sais pas. C'est un point qui est très difficile à vérifier. Ce qui est certain, c'est que le désarroi social dans les zones urbaines les plus difficiles, si vous voulez, dans le 93, etc., fait que c'est pas la République ne va pas en sortir, si vous voulez, à son avantage, parce que même en dépit de toutes les aides, si vous voulez, il reste que la situation est très difficile. Et donc ça, c'est un terreau qui va faciliter probablement le recrutement radical. Comment est-ce qu'on en sortira? Ça, je vous avoue que je ne sais pas, et je peux pas faire de prédication dans la boule de cristal. Il faudra effectivement faire ce diagnostic quand le confinement sera levé. Comme vous le savez, donc c'est l'après-coronavirus, ça se prépare pendant le coronavirus, comme on l'a dit depuis toujours. On a fait des émissions sur le sujet, donc par rapport sur l'aspect psychologique, mais aussi sur l'accompagnement des jeunes, sur la cohésion sociale, comment peut-on agir, parce que jusqu'à maintenant, c'est un petit peu le vide. Et vous savez, le vide pose un réel problème. Le vide, par exemple, par rapport à ses accompagnateurs, ses actions sociales, ses rencontres, le collège, le lycée. Il y avait plein d'instruments et des possibilités pour contrer, pour faire face à des éventuels dérapages. Maintenant, il n'y a rien, il y a le vide, et encore le vide davantage. Il y a le doute maintenant qui commence à s'installer. Et ça, c'est très dangereux. Est-ce que, et aussi, tout le monde en parle maintenant, la récession économique. Donc, il y a tous les ingrédients qui sont là. Il y a le confinement qui permet tout simplement ce que j'ai dit au départ. Il y a la récession économique, mais comme je l'ai dit, je le redis encore davantage, il y a des gens qui n'attendent que ça. Quand on parle des radicaux, les radicaux, ils ont des États qui sont derrière eux. Ce ne sont pas des gens tout seuls, c'est des organisations financées par des États. Et ces États sont connus. C'est vrai. Mais si vous voulez, en même temps, il y a deux aspects contradictoires. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez la situation de récession économique et sociale va être dramatique. Or, on était quand même dans une phase, de réduction du chômage, donc d'offres d'opportunités pour des gens qui étaient plutôt dans des situations défavorisées. Mais malheureusement, cette dynamique économique positive a été cassée par la crise du coronavirus. Mais simultanément, vous avez l'effondrement des prix du pétrole qui fait qu'une grande partie des pays financeurs du radicalisme, c'est-à-dire pour l'essentiel les pays du Golfe, si vous voulez, n'ont plus d'argent à distribuer aussi facilement. Bon. Dernière remarque, je vous ferai remarquer que l'Arabie saoudite, en dépit de tout son discours religieux, est un pays qui a préféré le confinement à la croyance que diffusent les salafistes, c'est-à-dire que la pratique religieuse est le seul véritable remède contre le coronavirus. Tous les radicalismes expliquent que c'est en augmentant la prière, en venant aux séances collectives, etc., qu'on lutte efficacement contre la propagation du virus. Bon, l'Arabie saoudite, elle a préféré le traitement médical, si vous voulez, plutôt que le traitement religieux, puisqu'ils ont interdit le petit pèlerinage et qu'ils ont pratiquement fermé l'accès à la Mecque et à Médine. Donc vous dites, attendez, si le principal pays qui a diffusé le salafisme est lui-même incapable de croire au discours qu'il a diffusé sur la planète, ça a quelque chose de très troublant. Il y a d'ailleurs eu des leaders salafistes qui ont critiqué cette décision de la famille de Mohamed Ben Salman. C'est-à-dire, pourquoi fermer les lieux saints alors que justement, c'est théoriquement par là que doit arriver la solution. Donc vous voyez que c'est très difficile d'avoir une idée précise de la façon dont on va sortir. Vous avez raison sur le fond que la déshérence sociale, le problème du chômage, le déséquilibre budgétaire qui va réduire les aides, etc., est un problème très très grave et je ne sais pas comment on va en sortir. Maintenant, est-ce que pour autant les pays qui ont été les plus distributeurs d'argent vont eux-mêmes, si vous voulez, avoir les mêmes postures ou pas? Je ne sais pas. Ça, je vous avoue que je n'en sais rien. Il faudra faire ce bilan à la sortie.
en suivant un petit peu les réseaux sociaux, comme vous l'avez bien constaté, tout le Ouais, monde, pendant cette période de ouais, confinement, tout le monde s'informe d'une manière assez importante quand même, hein. Donc, on n'est plus ouais, ouais, c'est sur vrai, c'est vrai. l'information unique. Là, au double, là, on a suffisamment d'informations et on voit, il y a des Mmh, organisations, par exemple, comme l'organisation qui suit les Émirats arabes unis, hein, donc le Conseil des minorités musulmanes, qui agit et qui agit à travers Facebook, qui agit à travers ouais, des lives en parlant comme quoi, tout simplement, on est là et parfois on voit des soldats quelque part. ouais, Et ouais. c'est quand même c'est fâcheux hein, quelque part. Hein. Et Ouais, on, ouais, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Et le souci qui se pose, le dernier discours de Macron est clair et net. Lui, il a parlé du séparatisme, sauf que il y a un vide considérable. C'est vrai. Mais en même temps, vous avez le discours de Khaled Bencher, si vous voulez, qui dit, attendez, la priorité, c'est aujourd'hui de sauver les vies plutôt que d'être, pouvoir assurer la pratique du culte tout le temps. Ça, il disait ça à propos de la fermeture des mosquées. Hmm. Donc vous avez bien effectivement des gens qui disent, le principal aujourd'hui, c'est de sauver des vies. Et qui viennent donc dans quelque chose qui est une adaptation de la pratique religieuse, si vous voulez, aux contraintes sanitaires, que toutes les religions d'ailleurs doivent observer, hein, puisque Bah oui, finalement, vous bien avez la sûr, même chose avec bien la sûr. fermeture des églises et des temples, etc. Bon, Hmm. donc vous avez bien, moi c'est une chose que j'ai toujours plaidé dans l'analyse de la radicalisation, c'est que le phénomène sociologique majeur qui est en train de se passer, mais contre lequel les médias ou sur lequel les médias ne sont pas au clair, c'est l'intégration progressive de la communauté musulmane dans la société française. C'est-à-dire que le salafisme a complètement focalisé l'intérêt médiatique et donc finalement on voit la communauté musulmane à travers toujours ce qu'en disent les salafistes. Le problème c'est que tous les autres comme vous, comme moi, comme des amis, si vous voulez, ils ont trouvé leur place dans cette société. Ils essayent comment dire, de faire comprendre leur rapport à cette société, etc. Mais c'est évidemment, pourquoi allez-vous parler des trains qui arrivent à l'heure alors que vous pouvez parler des trains qui arrivent en retard? Vous savez, c'est le vieux principe de la presse. Donc les salafistes ont complètement focalisé l'intérêt, ou en tout cas la vision qu'on a de la communauté musulmane française. Et donc, les mesures qui sont faites pour que les gens puissent vivre tranquillement leur foi, si vous voulez, évidemment, sont mises à mal, mais comme celles des autres communautés religieuses. C'est-à-dire, si on ferme les lieux de culte, on ferme les lieux de culte. On ne va pas faire des exceptions. Regardez l'affaire de Nicolas du Chardonnay. Vous avez eu comment dire, vous savez, les dissidents du christianisme là, qui sont Monseigneur Lefebvre et tout ça, Hmm. ils ont fait une messe à Saint-Nicolas du Chardonnay. La police est intervenue. Bon, elle est intervenue comme elle serait intervenue s'il y avait eu dans une mosquée ou dans une synagogue, si vous voulez, quelque chose qui est en violation de la loi. Voilà, donc c'est triste à dire, mais c'est vrai que vous avez raison, le constat qu'il faudra faire à la fin du confinement est un constat sur lequel il y aura très probablement des choses extrêmement divergentes à analyser et pour le moment, je vous avoue que j'ai le C'est un peu sentiment trop tôt, c'est qu'il y vrai, a les c'est deux. vrai. C'est vrai, c'est un peu trop tôt et j'ai bien apprécié votre notion hein, d'islamiser un petit peu le débat et de voir d'une manière un peu plus large s'il y a débat hein, à l'avenir qui doit être adapté par rapport à cette période qu'on appelle post-coronavirus. J'espère qu'il sera rapide, mais là, Ben, espérons, c'est encore un peu le flou, hein. Donc c'est un peu le flou. Mais, Ouais, ouais. C'est vrai, vous avez raison, on espère tous qu'elle sera rapide et encore une fois, les modalités vont beaucoup dépendre. Comment est-ce que ça va se mettre la remise en place de l'école? Comment vont se remettre en place les travailleurs sociaux qui pouvaient pas sortir, qui attendaient, qui parfois étaient dans des situations très précaires parce que c'est des associations, etc. Donc tout ça sont des questions qui sont évidemment des questions centrales, mais j'avoue que je n'aimerais pas être à la place de Macron quand même. Hein. ah oui, mais Voilà. il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah, c'est une période historique pour lui hein, et pour la France Bien et pour le sûr, monde. bien Hein, sûr. donc, c'est une charnière. Il faut savoir la négocier, cette charnière. Sauf que le souci qui se pose maintenant, on est devant le fait accompli. Il y a une Ouais, situation c'est vrai. dramatique et s'il n'y a pas de cohésion sociale, on Ouais, risque ouais, gros. ouais, c'est vrai. On Oui, mais risque enfin, gros, vous savez, les Français, vous les connaissez comme moi, hein. bien sûr. Les Français, si enfin, Macron avait annulé le premier tour des municipales, ils auraient dit ouais, il annule le premier tour parce qu'il va perdre les élections. Et s'il fait le premier tour, il l'engueule en disant regardez, il a pas tenu compte de la maladie, il a fait le premier tour. Donc de toute façon, vous aurez toujours en France des râles qui vous expliqueront qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait faire avant, que si eux ils avaient été au pouvoir, etc. Mais c'est pas très digne de la part de la classe politique française. Je trouve que c'est une classe politique qui est un peu en deçà, si vous voulez, de ce qu'elle devrait faire dans cette situation dramatique. C'est pas qu'il faille dire oui à Macron tout le temps, mais il faut avoir une espèce de posture positive
arrive, la posture à la Mélenchon, si vous voulez, c'est la posture où, de toute façon, on vous dit tous des imbéciles sauf moi, quoi. Bon, c'est pas une posture politique très audible pour les citoyens français. Bah écoutez, le français il est assez instruit et intelligent pour faire son choix le jour J. Mais en tout cas, je Ouais. pense sur notre sujet concernant la radicalisation, il est utile et nécessaire qu'il y ait une remise en question de la vision de la chose après le coronavirus ou bien après le Tout à déconfinement. fait, vous avez raison, tout à Parce, fait. Un point qu'il faudra faire très très vite, vous avez raison, ouais. parce que le C'est vrai. souci qui risque de s'opposer, il y a un vide et pendant ce vide, on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne qui peut agir. Les réseaux sociaux sont là. On ne peut pas, comment on dirait, surveiller tout le monde, c'est impossible. Mais par contre, il y a un état de lieu qui va être pas celle de l'avant-coronavirus. Et le discours de Ouais, Macron, ça absolument. m'étonne qu'il Ouais, va c'est marcher. vrai. Il faut le réadapter. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Pierre Conesa. Mais Donc, je vous en prie, merci à vous. merci Et infiniment. bonne journée à vous. Merci à vous Au aussi. revoir, À merci. très bientôt. À très bientôt. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.